Didier Molicho et Jean-Claude Kibala de la plateforme politique congolaise G7 ont animé une conférence le 14 janvier 2016 à l'hôtel Oussa, ex-président de Bruxelles, autour du processus électoral actuel en RD Congo. D'entrée de jeu, Dr Molicho, le premier orateur, a fait le point sur l'état de la nation. Chers compatriotes, nous vous remercions d'avoir répondu spontanément à cette invitation pour qu'on échange sur notre cher et beau pays. Nous savons que même si on a acquis notre nationalité, le Congo reste notre seul pays. Et nous avons souhaité que ce soit un échange plutôt qu'une conférence où on viendrait vous parler des choses alors que vous connaissez les choses dont on va parler et vous avez des préoccupations. Comment ensemble nous pouvons échanger pour aller vers un avenir meilleur pour le Congo. Le modérateur de tout à l'heure a annoncé la structuration de notre débat. Nous avons pensé vous entretenir sur une dynamique qui est née depuis le 15 septembre 2015. Le 15 septembre 2015, le bureau politique de la majorité présidentielle a décidé d'exclure 7 partis politiques. Et pourquoi ce bureau politique a décidé d'exclure 7 partis politiques? Tout simplement parce que les 7 partis politiques ont écrit au président de la République pour lui demander d'engager un débat sur des questions existentielles de la nation congolaise. Et ces questions, c'est la Constitution qui doit être respectée, l'installation de provinces qui ne doit pas être précipitée, les nouvelles provinces, conformément à la Constitution, le pays doit avoir 25 provinces plus la ville de Kinshasa. On devait débattre de l'installation de nouvelles provinces qui ne devaient pas être précipitées. On devait débattre du processus électoral. Mais le 16 septembre, ce débat n'a pas eu lieu et on a décidé d'exclure les 7 partis qui ont demandé un débat. Et ces 7 partis ont tiré les conséquences de cette exclusion. On vient de nous présenter comme député du MSR. Le ministre Kibala a été ministre de la fonction publique. Il a tiré les conséquences. Il a démissionné de sa fonction de ministre de la fonction publique. Moi, j'étais secrétaire général adjoint de la majorité. J'ai tiré les conséquences. J'ai démissionné de mes responsabilités de secrétaire général adjoint de la majorité. Et le 10 octobre, les 7 partis ont décidé de continuer les combats dans le cadre d'une plateforme qui a été dénommée G7. G7 tout simplement parce qu'il y a 7 partis politiques. Et cette plateforme ayant été exclue de la majorité devenait d'office une plateforme de l'opposition parce que les lois de la République sont claires. Ou vous êtes de la majorité, ou vous êtes de l'opposition. Le parti politique de G7, étant respectueux des textes de la République, ont formalisé leur appartenance à l'opposition. Et aujourd'hui, le G7 mène les combats de la défense de la Constitution, de la tenue des élections dans les délais constitutionnels, de l'alternance démocratique en République démocratique du Congo, aux côtés de tous les autres partis de l'opposition. Bien sûr, vous avez des questions à poser
par rapport au G7, par rapport au G7 maintenant qui devient partie de l'opposition, par rapport au G7 qui était de la majorité. Vous avez certainement beaucoup de questions et nous sommes disposés à échanger, à partager avec vous sur cette question du G7. Le deuxième sujet autour duquel nous aimerions échanger avec vous, c'est les sujets sur les processus électoraux. Pour introduire ces sujets, je pourrais dire tout simplement ceci, que la situation au Congo est caractérisée aujourd'hui par la paralysie de toutes les institutions constitutionnelles. Aujourd'hui, le Parlement, même s'il siège, il ne fonctionne pas correctement. Les gouvernements, même s'il est là, il ne fonctionne pas. Les cours et tribunaux, même si ils sont là, mais ils ne fonctionnent pas. Les institutions d'appui à la démocratie ne fonctionnent pas. Pourquoi je dis ne fonctionnent pas? Au troisième point, je vais parler du débat ou du dialogue national inclusif. Ces dialogues, on les convoque pour discuter de la question du calendrier électoral, de la question du financement des élections, de la question de l'enrôlement des nouveaux majeurs, de la question de la sécurisation des élections, de la question des financements des élections par le partenaire technique financier de la République. Mais toutes ces questions sont de la compétence des institutions constitutionnelles. Si les institutions fonctionnaient, on ne devait pas convoquer un dialogue pour débattre de la question du calendrier électoral parce que c'est une compétence constitutionnelle de la Commission électorale nationale indépendante. Si les gouvernements fonctionnaient, on ne devait pas convoquer un dialogue pour discuter du financement des élections parce que le financement des élections est une compétence du gouvernement qui doit exécuter la loi des finances. Il en est de même de la sécurisation des élections. C'est autant dire que la paralysie de toutes les institutions constitutionnelles a pour conséquence le blocage du processus électoral. Et tout le monde s'attendait à ce que 2016 consacre une alternance démocratique au sommet de l'État. Et nous, au niveau du G7 et de l'ensemble de l'opposition, nous disons que 2016 doit consacrer l'alternance au sommet de l'État. N'en déplaise à ceux qui mettent en place des mécanismes qui ne permettent pas à ce que les élections aient lieu dans les délais constitutionnels. Le troisième point, c'est les dialogues. J'ai déjà abordé la question du dialogue. Pour dire que les dialogues convoqués par le président Kabila est une manœuvre pour se maintenir au pouvoir. Parce que le point qu'il soumet au débat, c'est des points qui sont de la compétence des institutions constitutionnelles. Et tel qu'il veut que ces dialogues soient inclusifs, inclusif, ça veut dire qu'on va associer des chefs coutumiers, qu'on va associer des mamans maraîchères, qu'on va associer des musiciens, qu'on va associer tout le monde. Je n'ai rien contre toutes ces catégories que je cite, mais je suis en train de me poser des questions. Qu'est-ce que la maman maraîchère viendra apporter comme contribution pour le financement des élections? Parce que la loi des finances qui a été promulguée a prévu des ressources pour les élections. La question, c'est au niveau de la CENI, que la CENI dise, avec l'argent qui est voté, je ne peux pas organiser toutes les élections. Mais on ne voit pas ce que, par exemple, le musicien viendrait apporter comme contribution à la solution de la question sur la sécurisation des élections.
Le troisième point, c'est le point, le quatrième point, c'est le point peut-être qui va nous intéresser plus. Parce que tous les combats que nous sommes en train de mener, c'est pourquoi. Pourquoi nous nous battons pour qu'il y ait une alternance au Congo? C'est pourquoi faire. Là, nous pensons que nous avons des idées. Mais vous allez dire, tout le monde a des idées. Ce pays, il est indépendant depuis 60. On a vu des gouvernements se succéder, mais on a comme l'impression que les choses ne marchent pas. Mais nous pensons que pour que les choses marchent, pour que les choses bougent, l'homme est l'élément important. Parce que les éléments techniques d'élaboration d'un programme de gouvernement, on peut les avoir. Tout le monde peut faire un programme de gouvernement. Mais tout le monde n'est pas capable de mettre en œuvre un programme de gouvernement. Et nous pensons que nous avons des compétences techniques pour réfléchir sur les voies et moyens pour résoudre le problème, répondre aux aspirations de notre peuple, mais nous avons aussi des ressources éthiques et morales, parce que ça c'est important, pour faire face à des problématiques qui font que les ressources, même si elles sont minimes, n'arrivent pas à permettre à la population de changer. Nous devons avoir un État qui soit le plus juste possible. Un État qui a un train de vie qui est compatible avec les ressources disponibles. Aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites et qui font état d'éléments comme 70% des ressources domestiques qui sont utilisées pour ce qu'on appelle des dépenses de souveraineté. Si vous n'avez que 30% des ressources pour les investissements, comment vous pouvez changer les conditions de vie de la population? En 2014, les rapports de la Cour des comptes ont fait état d'une situation où 12% des ressources sont dépensées pour financer la présidence de la République, le Parlement et la primature. Mais vous savez que 12%, c'est le budget de l'éducation en 2014. Et vous savez qu'en 2014, on a dépensé autant de ressources pour financer le Parlement que pour financer la santé de la population. En passant, le budget de la santé ne dépasse même pas 5% du budget de l'État. Nous disons que nous avons des compétences et nous avons en tout cas l'élément central pour notre part, c'est l'élément éthique. Parce que la guerre, les autres catastrophes sont moins dévastatrices que la corruption. Parce que l'élément central, c'est la corruption que nous devons combattre, c'est la concussion que nous devons combattre. Et cette force morale va permettre à ce que on utilise l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que dans notre pays, la caractéristique aujourd'hui, c'est que on utilise les personnes qui ont plus de connexions que des compétences. Et quand vous utilisez des gens qui ont plus de connexions que des compétences, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir des résultats. Nous ne disons pas que nous sommes exceptionnels ou extraordinaires, mais nous avons prouvé que dans ces pays-là, il y a des hommes et des femmes qui peuvent, pour l'intérêt général, oublier un tant soit peu les avantages et l'intérêt personnel. Nous ne sommes pas
que les deux qui sommes ici devant vous, mais il y a plusieurs personnes qui ont décidé d'abandonner leurs charges pour défendre l'intérêt général. Et nous pensons que cette dynamique-là, elle est très importante et il faut s'appuyer sur cette dynamique pour impulser le développement de la République démocratique du Congo. Pour ma part, je vais m'arrêter là, je vais donner la parole à Jean-Claude et ça serait beaucoup plus intéressant que nous nous engagions dans le débat et de ce débat-là, on peut construire quelque chose pour l'avenir de notre cher et beau pays. Je vous remercie. Oui, je tiens aussi à vous saluer, vous remercier pour votre temps, votre présence. Je sais que ce n'est pas aussi facile de réunir les gens au courant de la semaine, à ces heures ici. Ça montre que la préoccupation et les questions que nous débattons aujourd'hui sont des questions qui vous tiennent au cœur. Et certainement que c'est des questions qui concernent non seulement les Congolais qui sont ici, mais la majorité de vos frères et sœurs qui sont avec nous dans la République démocratique du Congo. Le Congo n'est pas maudit parce on lit ça souvent. On le dit même à Lingala, Mboka Oyo, c'est pas moi, les a maudits. Le Congo n'est pas maudit, son peuple et le leadership non plus. Au Congo, il n'y a pas le respect de règles. Dans une société, même ici en Belgique, vous avez des cas de corruption. Moi, j'ai travaillé avant d'aller au Congo dans le secteur de la construction. En tout cas, c'est dans ce secteur où il y a plus de corruption en Europe. Quand vous voyez les mafias qu'il y a dans les chantiers de construction ici, il y a beaucoup de vins qui circulent pour avoir des marchés, mais la société fonctionne, le social est là, il y a de l'emploi qui se crée et les pays se développent. C'est parce qu'on se fixe des règles et ces règles-là, on les respecte. Et si quelqu'un arrive à dépasser les limites, on l'amène à l'ordre. Et parmi ces règles qu'on ne peut pas dépasser ici, vous ne verrez jamais un premier ministre ou bien un président à qui on a fixé 2 mandats qui commence à discuter pour en avoir un 3e. C'est des règles qu'on respecte dans des sociétés où vous vivez ici. Ces règles sont respectées. Chez nous, il n'y a pas de règles. Et c'est pour ça qu'on ne se développe pas. Et il est grand temps que le peuple congolais fixe ces règles. Et ici, ce n'est pas la justice qui a fixé ces règles, c'est le peuple qui fixe ces règles. Je pense peut-être qu'il faudra une révolution, parce que c'est un rappel. Si on sait qu'on dépasse les règles, la population va se soulever, peut-être que les gens vont commencer à respecter certaines règles. Et parmi ces règles, c'est le fait qu'on ait de corruption. On écrit dans les journaux tous les jours qu'il y a eu des détournements, mais il n'y a pas de réaction. Ni du procureur général de la République qui se soulève quand on lui dit que la population va organiser des marches pour revendiquer son droit. C'est maintenant qu'on voit que quelqu'un qui se soulève pour dire « moi, je suis là pour garantir l'ordre public ». Et donc, je pense qu'il est important que le peuple congolais impose ses règles à ses dirigeants. Et s'il faut une révolution pour le faire, il faut une révolution. Je voudrais peut-être ajouter, nous ne faisons pas une équipe d'exception au Congo. Il y a beaucoup de gens qui font la politique au Congo qui voudraient que les choses se passent autrement. Peut-être l'exception, c'est le courage. Et l'exception, c'est parce que nous avons été tentés et nous avons montré du courage. Mais il y a beaucoup de Congolais qui ont la même vision que nous et qui nous accompagnent dans ces combats. Et moi, je voudrais faire un appel ici
la solution de la République ne viendra pas de l'extérieur. Pas de l'extérieur géographique, parce que la solution va venir aussi de vous. La solution viendra des Congolais. Il ne viendra pas de Belges. La solution ne viendra pas. Nous sommes en tournée depuis plusieurs mois maintenant. Ce n'est pas comme la majorité le dit, pour aller chercher des alliances pour qu'on vienne remplacer le président Kabila par lui ou bien par moi ou quelqu'un d'autre. Non. C'est les partenaires avec lesquels nous travaillons. C'est pour le mettre aussi en garde par rapport à ce qui peut arriver chez nous, si à leur côté, parce que il faut savoir qu'en 2001, ils ont appuyé le président Kabila et ils l'ont soutenu pour qu'il soit président de la République en 2006. Vous vous souvenez très bien qu'il y a eu un gouvernement d'un 1+4. Dans ce gouvernement d'un 1+4, il a été plus soutenu que les autres par la communauté internationale. Et donc, nous demandons aussi à cette communauté internationale, qui à son temps, pour des raisons, nous avons fait chemin avec Kabila, l'honorable l'a peut-être effrolé, nous partageons le passif. Parce que en 2006, en quittant l'Allemagne, quand j'ai rejoint le pays, j'avais l'espoir d'un changement. Parce que le combat, on l'a mené pour demander à Mobutu de partir, maintenant qu'il est parti. Et ce n'était pas un combat de Mouzé seul. Nous avons perdu beaucoup de jeunes de l'Est jusqu'à l'Ouest, et vous le savez très bien. On ne parle plus de ces jeunes-là, on parle que d'une personne qui veut se maintenir au pouvoir. Mais ce n'était pas un combat qu'il a mené seul. Nous avons perdu beaucoup de jeunes qui se sont sacrifiés. Peut-être qu'ils ne savaient pas pourquoi ils marchaient à Kinshasa, mais ils se sont sacrifiés pour ce pays. En rentrant au pays, l'espoir, c'était de voir une autre gestion de la République. En 2006, j'étais un candidat indépendant, mais j'ai rejoint le MSR après avoir observé les partis politiques. Et pourquoi j'ai fait le choix du MSR? Ce n'est pas parce qu'il est là que je lui dis, bon, je l'ai dit depuis longtemps déjà, c'est parce que j'ai exactement vu que la vision non seulement du parti, mais la majorité des membres du MSR, c'était des gens comme moi et vous qui venaient de la société civile, qui ne faisaient pas la politique. Moi, je ne faisais pas la politique en Europe. J'étais un ingénieur dans une société de construction et je me suis décidé une fois de rentrer. Et je les ai posé la question, mais pourquoi vous avez choisi de faire la politique au lieu de rester dans les ONG, dans la société civile? C'est exactement la crainte avec la création des partis politiques, notamment le PPRD, où on a vu les mêmes têtes qui fonctionnaient à côté de Mobutu, qui l'ont mal conseillé, revenir dans le PPRD pour conduire la nation avec le président Kabila. C'est la raison pour laquelle on a dit non, on ne peut pas rester comme observateur. On veut devenir des acteurs. Et on a fonctionné avec le président Kabila avec l'espoir d'une alternance. Il a eu son temps, 2 mandats, et je vais vous dire, le Congo a changé par rapport au jour J, plus 1 de son mandat. Aujourd'hui, on est au jour J plus autant d'années qui viennent de passer au pouvoir. On a fonctionné avec lui, avec l'espoir de continuer à modifier doucement. Parce que changer brusquement le pays, ça voudrait dire mettre peut-être 70% de son leadership en prison. Et je crois que les autres pays en Afrique ont montré que c'est possible, en faisant des pas, qu'on peut arriver à un développement, à espérer un changement un jour.
espérer avoir ces pays que Lumumba nous a laissés dans la lettre qu'il a écrite à sa femme. Et donc, moi, je voudrais m'arrêter par là parce que je sais qu'il y aura beaucoup de questions, mais je voudrais terminer pour ce premier temps en vous disant que cette question de l'avenir du Congo, c'est aujourd'hui ou jamais qu'il faut le régler. Parce que si nous acceptons encore une deuxième situation comme la situation de Mobutu, en tout cas, on sera le dernier en Afrique. Et moi, je vous dis, il y a quand même de bons exemples en Afrique parce que on a l'habitude de dire qu'en Afrique, tout va mal. Mais nous voyageons. Et là où il y a la tenance, vous sentez la différence. Allez au Sénégal. Allez même au Nigeria. Allez au Ghana. Même en Côte d'Ivoire où il y a eu des problèmes. La tenance, c'est aussi des solutions, des changements de personnes, des meilleures idées, mais aussi une concurrence. Parce que demain, notre président il voudra faire mieux que Kabila l'a fait. Et c'est positif pour ce pays. Parce qu'à un certain moment, il n'y a plus d'idées. Il y a des gens dans la cour qui vous disent tout le jour que ça va bien, alors qu'en réalité, il n'y a pas de changement. Moi, je pense que pour ce premier temps, je voudrais m'arrêter par là. Et dans le débat, on aura la possibilité de revenir sur certaines questions. Le diagnostic qu'ils ont fait est vraiment excellent. Mais je suis désolé de leur dire que c'est du déjà entendu. Ma question est la suivante. Quelle est la plus-value que nous apporte MSR dans cette grande famille de l'opposition? Je vous remercie. Je ne sais pas comment est-ce qu'on définit l'opposition dans mon pays. Si on devient opposant lorsqu'on commence à critiquer le régime. Parce que je ne sais pas, parce que c'est comme si au Congo, il suffit de critiquer le régime pour être taxé opposant. Ça s'est fait sur base idéologique ou il suffit par commencer à critiquer pour être appelé opposant? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est, comme le monsieur a dit, c'est du déjà entendu, du déjà vu. Vous dites, lorsque M. Molouche a pris la parole, que vous privilégiez le respect de la Constitution, que M. Kabila devait, parce qu'il tient à résister ou à glisser en tripotant la Constitution. Mais, il y a des questions qui se passent, qui se soulèvent dans ma tête, c'est parce que depuis que monsieur, depuis son premier mandat, déjà à partir de son premier mandat, il a commencé par violer la Constitution. On n'avait pas attendu, le MSR s'est indigné. En 2011, on a encore, comment dirais-je, touché à la Constitution en éliminant le deuxième tour et pour ne réserver que le premier tour. Le MSR ne s'est pas indigné. Moi, on attend à part le respect de la Constitution, on n'entend pas les MSR s'indigner par rapport à tout le bévis sur les droits de l'homme, le massacre des 425 Congolais qui aujourd'hui se trouvent encore dans des fosses communes à Maluku. Les MSR n'en parlent pas. Et je ne sais pas si aujourd'hui, comme tout le monde le sait, ceux qui l'ont placé au pouvoir n'en veulent plus. Et que, comme on dit toujours, l'Occident s'est toujours divisé pour mieux régner. Le G7 n'est pas le bloc qu'on veut utiliser par l'Occident pour manipuler la population en prenant le respect de la Constitution pour revenir encore au pouvoir et garder le même système. Merci. Le G7 a été créé au mois de septembre. Mais moi, vraiment, je ne suis pas convaincu de ces plateformes. G7 créé à quelques mois de la fin du deuxième mandat du président. Pendant tout ce temps-là, ils étaient dans la majorité présidentielle. Qu'est-ce que vous allez nous montrer, convaincre
la population congolaise que vous êtes vraiment des opposants, que vous êtes là pour apporter quelque chose dans le pays, parce que les gens vraiment ne sont pas convaincus. Merci beaucoup pour ces questions d'une grande franchise. Et c'était ça que nous avons voulu, que ces débats se passent en toute sincérité. Je pense que toutes les questions tournent autour de l'identité du G7, parce que est-ce qu'on devient opposant parce qu'on se réveille le matin, on se met à critiquer ceux qui sont au pouvoir? Non. En introduisant ces débats, j'ai dit que le G7, et c'est peut-être ça aussi la réponse à la première question, quelle est la plus-value? Le G7 se bat pour la défense de la Constitution. Le G7 se bat pour le respect des lois de la République. Le G7 se bat pour les valeurs républicaines. On ne devient pas opposant parce qu'on critique, on devient opposant parce que les lois de la République disent clairement qui est opposant, qui est majorité. Dans une démocratie, après les élections, il y a une majorité qui dirige, qui est au pouvoir, et il y a une opposition qui n'est pas au pouvoir. On n'est pas opposition parce qu'on insulte ceux qui sont au pouvoir. On est opposition parce qu'on n'est pas au pouvoir. Et le G7, du fait qu'il a été exclu de la majorité, il doit, par la loi, être opposition. Nous sommes des parlementaires. Nous étions de la majorité. Si nous ne sommes plus de la majorité, comment nous allons continuer à défendre les intérêts de notre peuple? La loi sur les statuts de l'opposition est claire. Vous n'êtes pas de la majorité, vous êtes de l'opposition. C'est pour cette raison que nous sommes de l'opposition. Honorable Kibala, quand il a parlé, il a dit clairement, nous, à la différence des autres, nous n'allons pas nier, nous assumons le passif. Nous disons que nous étions avec Joseph Kabila jusqu'au 16 septembre. Et quand nous étions avec le président Joseph Kabila jusqu'au 16 septembre, nous, MSR, depuis 2014, quand il y a eu de velléité sur la modification de la Constitution, nous avons écrit au président Kabila. Le président Kabila a convoqué une réunion de la majorité. Et nous lui avons dit ouvertement ce que nous pensions. C'était la première crise. Et à ce moment-là, nous étions dans la majorité. Parce qu'on peut changer le pays de l'intérieur, on peut changer un pouvoir de l'intérieur. Nous avons, depuis le départ, parce que le MSR, peut-être que je vais m'étaler plus sur le MSR. Le MSR est né en 2004 comme mouvement social, une dynamique sociale, et qui a sa charte. Et dans sa charte, les valeurs sont clairement énoncées et les valeurs devraient être vécues. Et en 2005, cette dynamique sociale devient un parti politique, le mouvement social pour le renouveau. Mais devient un parti politique pour aller conquérir le pouvoir. Et en 2006, le MSR va aux élections. Mais quand on est aux élections, on participe au pouvoir du fait qu'on est allé aux élections pour conquérir le pouvoir. Et quand vous êtes au pouvoir, vous participez parce que la loi électorale du Congo, elle est proportionnelle. Il n'y a aucun parti qui peut en lui seul avoir la majorité. Nous avons formé une coalition. Et quand on est dans une coalition, ça veut dire qu'il y a des compromis qu'on doit faire. Et quand on fait des compromis, on prend les décisions en fonction des intérêts de la population. Oui, bien sûr, on peut dire chaque fois qu'il y a une crise, chaque fois qu'il y a un problème, il fallait faire des déclarations. Non, il faut se dire où est l'essentiel dans tout ce que nous sommes en train de faire. L'essentiel, c'est d'amener la stabilité du pays. L'essentiel, c'est de faire de sorte que
la Constitution de la République et les lois de la République soient respectées. Toutes les fois que les lois de la République et la Constitution ont été violentées, les MSR a réagi. C'est ainsi qu'en 2013, vous êtes des acteurs qui suivaient la situation du Congo. Nous, on a arrêté un député MSR qui a fait la prison. Et nous avons réagi vigoureusement pour montrer que cette justice-là ne pouvait pas aider le développement du pays. Et nous avons continué jusqu'aujourd'hui. Si nous avons fait la déclaration en 2015, ce n'est pas parce que nous sentions que le régime était en train de chanceler, que nous devrions nous sauver. Non, non, non. C'est parce que nous sommes allés en politique avec comme ambition le renouvellement de la classe politique. Et nous pensions que le renouvellement devait se faire de façon démocratique. La plus-value au sein de l'opposition, oui, nous pensons que au niveau de l'opposition, il y a des gens qui ont mené des combats. Mais nous, comme G7, nous essayons d'apporter notre petite contribution en disant, quand vous menez un combat, il faut clarifier les objectifs. Aujourd'hui, le Congo est confronté à un problème de blocage du processus démocratique, à une situation où on est en train de chercher à instaurer une dictature. On veut tuer la démocratie. Si nous nous engageons dans ces combats-là, nous devons comprendre que ce n'est pas le moment de conquérir le pouvoir. C'est ainsi qu'au niveau du G7, vous n'entendez pas parler de candidat président de la République. C'est peut-être ça une petite contribution. Parce que assez souvent, au niveau de la dynamique de l'opposition dans notre pays, tout le monde se bat pour être candidat président de la République. Et nous, les G7, nous sommes en train de travailler avec les autres partis politiques pour que notre premier combat, si nous le gagnons, nous annonçons que pour le deuxième combat, pour le gagner, il faudra l'unité de l'opposition pour avoir un candidat unique de l'opposition. C'est une contribution. Nous ne disons pas que nous sommes les seuls à amener cette réflexion, mais en tout cas, au niveau du G7, nous y travaillons. Parce que les 7 partis qui constituent le G7, les MSR, ARC, PDC, UNAFEC, INADEF, ACO et MSDD sont constitués par des leaders charismatiques. Mais vous n'avez pas entendu qu'au niveau du MSR, au niveau de l'UNAFEC, tel voudrait devenir candidat président de la République. Et nous pensons que ça, c'est un élément important. Et ça pourrait aider aussi l'opposition à comprendre que il ne suffit pas seulement d'être président d'un parti politique pour être candidat président de la République. Dans une constitution qui a été modifiée où l'élection s'est faite à un tour. Quand l'élection se faisait à 2 tours, on pouvait se permettre ça parce qu'on négocie au deuxième tour. Mais quand l'élection s'est faite à 1 tour, vous amenuisez vos chances de gagner si vous multipliez les candidatures. Nous allons travailler dans ce sens-là. Nous pensons que c'est une contribution qui pourrait être apportée. Modification de la Constitution, massacre. Oui, la révision de la Constitution n'est pas interdite. Chers camarades et compatriotes, nous ne voulons pas qu'on change des dispositions intangibles. Mais on peut modifier la Constitution. Et nous serons le premier, si nous sommes au pouvoir, pour nous battre et pour modifier la Constitution. Vous tous qui êtes ici, c'est depuis longtemps qu'on se préoccupe de la question de l'ouverture de la nationalité congolaise. Mais par quel mécanisme on va y passer si on ne fait pas la modification de la Constitution? C'est autant vous dire que la modification de la Constitution est autorisée et la Constitution congolaise
verrouille certaines dispositions. Il y a des dispositions qui sont intangibles. Mais les dispositions qui ne sont pas intangibles, on peut les modifier. Et nous, au pouvoir, en tout cas, une des dispositions qu'on va modifier, c'est celle de la nationalité congolaise. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on doit continuer à avoir une nationalité une et exclusive. Au départ, c'était parce que les Rwandais ne devaient pas prendre la nationalité congolaise. Mais aujourd'hui, pourquoi on doit garder la nationalité une et exclusive? Je ne sais pas si Jean-Claude... Non, vous pouvez parler, mais vous n'avez pas été à l'épreuve de la corruption, à l'épreuve du travail. Nous avons été au pouvoir et nous avons cette expérience et nous savons exactement le déficit. Il est où? Mais on était, vous pouvez dire, mais écoutez, pourquoi vous n'avez pas changé? Le G7, en tout cas pour ce qui concerne le MSR, n'était 2 ministres. On n'a jamais passé le nombre de 2 ministres dans ce gouvernement, sur une trentaine. Chacun, c'est peut-être pas le cadre de pouvoir aujourd'hui faire le bilan, mais chacun peut faire le bilan. Chaque parti peut dire, moi j'ai participé, voilà ce que je fais. C'est peut-être pas le cadre. C'est pas aussi la préoccupation pour le moment de Congolais de venir faire le bilan de ce qu'on a fait. La préoccupation du Congolais, c'est de dire, est-ce que nous pouvons arriver à stopper cette violation de notre constitution? Est-ce que nous pouvons respecter cette constitution qui est l'émanation du peuple congolais et non d'un individu? Moi, je crois que c'est ma contribution. Il y a un camarade qui avait posé la question, votre président était conseiller spécial, qu'est-ce qu'il apporte comme contribution? Je crois que le travail, il fait un travail appréciable pour essayer de réfléchir avec des acteurs pour trouver la solution. Mais vous savez, quand on est dans l'opposition, on n'est pas au pouvoir. C'est pas lui qui commande les services de sécurité aujourd'hui, c'est pas lui qui commande l'armée, mais il participe vraiment, il apporte son expérience et son expertise dans les combats. Et vous savez qu'il n'a pas été que conseiller spécial du président Kabila. On oublie le passé. On oublie que c'était un acteur important du 16 février 92. Il faut vous rappeler du 16 février 92. Aujourd'hui, il apporte aussi son expérience pour la dynamique sociale. Et c'est pour cette raison que nous disons qu'un peuple déterminé, il ne peut pas reculer même devant une armée surarmée. Nous sommes d'accord avec vous. Il y avait une question, quelle légitimité vous prévalez? Tout le monde est d'accord que ces élections-là, ce n'étaient pas des élections dans les normes. Mais vous êtes entrés, malgré toutes les critiques internationales. Et quand il reste 1 an, vous sortez face au peuple. Vous pensez que le 1 an qui reste là, c'est suffisant pour qu'on vous fasse confiance? Bon, moi et donc la racine du mal, c'est seulement en 2015 et pas plus avant, quand vous étiez dedans. C'est ça la quintessence de ma question. Oui, la réponse, elle est simple. Dans une démocratie, c'est comment on est perçu par le peuple. Et dans une démocratie, le peuple donne le pouvoir par son vote. Et nous, on est allé siéger parce qu'on avait le mandat du peuple. Une élection, elle s'est conclue par un mandat du peuple. Nous sommes des députés. Nous avons été élus par les gens de nos circonscriptions électorales. Et pendant chaque vacances parlementaire, je rentre dans ma circonscription et je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire que vous n'avez pas la légitimité. Nous avons la possibilité de défendre les intérêts de notre population, parce que nous pouvions faire aussi, comme certains députés de l'UDPS qui n'ont pas voulu siéger. Il y a d'autres qui ont siégé, et aujourd'hui, on voit que même les députés de l'UDPS qui ont siégé sont en train de se joindre aux députés de l'UDPS qui n'ont pas siégé. C'est pour autant vous dire que dans une démocratie, il y a le peuple qui vous donne le pouvoir, il y a bien sûr
l'opinion qui peut critiquer le processus, mais moi je peux vous garantir que dans cette assemblée-là, il y a des gens qui ont été réellement élus et qui devraient siéger, et peut-être qu'il y a des gens qui n'avaient pas été élus et qui sont en train de siéger, et c'est peut-être ça qui justifie que cette assemblée aujourd'hui fonctionne telle qu'elle fonctionne. Monsieur Molichot, vous êtes en tournée ici en Europe pour parler du G7 et de votre parti, le MSR. Il y a quelques mois, vous avez claqué la porte de la majorité présidentielle. De quelle façon est-ce que vous allez assumer votre passif avec cette majorité depuis 2011, étant donné que dans la législature, vous avez été plus longtemps avec eux que sans eux? Merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer à ces sujets. Nous allons assumer notre passif sur les actions qui ont été menées par cette majorité quand nous étions là. Parce que, vous savez, cette majorité a été composée par plusieurs partis. Et plusieurs partis ont participé à l'exécutif, par exemple, de cette majorité. Et nous, les MSR, nous avons occupé certaines positions au niveau de l'exécutif. C'est la manière dont les membres du MSR ont exécuté leur mandat qui permettra à ce que le MSR demain rende compte à la population de la participation du MSR à cette majorité. Le premier gouvernement, nous avions le ministère des Travaux publics et le ministère des Travaux publics a réalisé le grand projet sino-congolais qui a permis de moderniser les infrastructures. Et le MSR a occupé la fonction de ministre de la fonction publique. Et nous savons que ce ministère, malgré toutes les difficultés, a mené des réformes. Donc c'est cette façon-là que nous pensons que nous pouvons justifier notre participation à cette majorité. Mais nous ne nions pas que nous avons été dans cette majorité. Nous assumons le passif. Vous avez claqué la porte de la majorité présidentielle, étant donné que vous avez vu dans le chef du président Kabila la volonté de ne pas quitter le pouvoir, quitte à traficoter la Constitution. À supposer qu'à ce jour, il continue dans cet élan et que malgré tout ce qui se fait, il s'entête et qu'il militarise davantage la société pour défendre son pouvoir. Quelle pourrait être la position du MSR? Bon, la position du MSR est claire, mais là je préfère parler au nom du G7 parce que même si je suis MSR, là je occupe la fonction de secrétaire exécutif du G7. La position du G7 est claire. Aujourd'hui, le G7 fait un appel à toutes les forces vives de la nation congolaise pour qu'elles défendent la Constitution de la République. Les voies et moyens pour défendre la Constitution de la République sont aussi bien institutionnels qu'au niveau de la population. Et les manifestations populaires sont bien constitutionnelles. Donc, nous appelons à ce que le peuple congolais s'assume. Vous avez suivi il y a quelques mois, la conférence épiscopale avait annoncé une série de manifestations pour la défense de la Constitution. Vous avez suivi il y a quelques mois, l'opposition avait annoncé une série de manifestations. Nous, comme plateforme de l'opposition, nous allons nous joindre à toutes ces initiatives populaires qui vont permettre certainement à faire reculer les pouvoirs dans son projet macabre de violation de la Constitution. Une dernière question, c'est à propos du dialogue. Il y a une sorte de dialogue de sourds à propos d'abord du mot. M. Kabila parle d'un dialogue selon lui. L'UDPS a aussi son entendement du dialogue. Quel est votre commentaire là-dessus? Bon, mon commentaire est simple. Vous savez, quand le président Kabila avait commencé ses consultations, il avait reçu, je crois, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Mosengo. À la sortie de l'audience, le cardinal Mosengo avait dit «
les dialogues n'est pas un problème, mais c'est sur quoi on va dialoguer qui est un problème. Nous pensons que c'est sur quoi le président Kabila invite les gens au dialogue pose problème. Et nous estimons que c'est sur quoi le président Kabila invite les gens au dialogue sont de la compétence des institutions. Alors, pour l'UDPS a écrit dans sa feuille de route des sujets qui doivent faire l'objet du dialogue. Si les questions que l'UDPS veut soumettre au dialogue sont des questions qui ne sont pas des compétences des institutions, il n'y aurait pas de problème. C'est la même façon que nous disons, nous avons quitté la majorité parce que nous avons exigé un dialogue sur des questions comme celle du respect de la Constitution, comme celle de l'alternance politique, comme celle de l'installation précipitée de provinces. Donc ce n'est pas le mot dialogue en soi qui est un problème. Le problème, c'est au niveau de c'est sur quoi on va dialoguer. Monsieur Morichot, nous vous remercions. Merci beaucoup.